Chapitre 6. Les personnes. Le droit reconnaît à chaque personne une aptitude générale à être titulaire de droits et d'obligations. Exemple, droit subjectif, intenter une action en justice, devenir propriétaire. Obligation, payer ses impôts, exécuter un contrat. Les personnes physiques ont la personnalité juridique qui est accordée aux êtres humains. Les personnes morales n'ont aucune entité biologique. Les personnes physiques, personnalité juridique qui peut être restreinte due à des incapacités. La personnalité juridique apparaît à la naissance et disparaît à la mort. Une personne morale, c'est un regroupement de personnes physiques, sociétés ou associations. Elle ne bénéficie pas de sa personnalité juridique qu'à la suite de la formation prévue par la loi. Les éléments d'identification d'une personne physique. Le nom. Ça sert à désigner une personne physique dans sa vie sociale et juridique, dans l'exercice de ses droits et de ses accomplissements à devenir. Le domicile. Cela permet de localiser géographiquement une personne physique, important pour la compétence territoriale dans les juridictions. La nationalité. C'est un lien juridique qui rattache une personne à un État. La capacité des personnes physiques. Elle se regroupe en deux critères. La capacité d'exercice, c'est une aptitude à exercer les droits dont elle est titulaire. Gérer un bien immobilier. La capacité de jouissance, aptitude à acquérir des droits, devenir propriétaire d'un bien immobilier. Les éléments d'identification de la personne morale. Le nom, cela permet d'identifier la personne morale. Le nom est choisi librement par les associés. Il ne doit porter ni atteinte au droit, ni au tiers, c'est-à-dire imiter une appellation concurrente, ni à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le domicile, cela est égal au siège social, permet d'être localisé pour la compétence territoriale des tribunaux. La nationalité, la nationalité du siège social, s'il est en France, alors la société est française. Les actes concernant le mineur non émancipé. Il peut agir seul pour la reconnaissance de son enfant, action de recherche de paternité, demande d'acquérir ou de perdre la nationalité. Le consentement au mariage ou à l'adoption, minimum 13 ans, et le changement de prénom. La possibilité de contracter un contrat de travail et l'ouverture d'un livret épargne à 16 ans. Le pouvoir des parents. Ils ont l'administration de la jouissance des biens de leurs enfants. Le droit de jouissance 16 à 16 ans accompli, or plutôt si mariage. Les revenus du mineur doivent être capitalisés en vue de sa majorité. Ce qui est interdit pour les parents. Une aliénation des biens en toute gratuité ou droit du mineur. L'acquisition par un tiers d'un droit ou d'une créance contre le mineur. Exercice du commerce ou d'une profession libérale au nom du mineur. Transfert de patrimoine fiduciaire des biens ou des droits du mineur. Les actes soumis à l'autorisation du juge des contentieux et de la protection. La vente de gré à gré ou apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce au nom du mineur. Un emprunt au nom du mineur. La renonciation à un droit. La transaction est compromis au nom du mineur. Un achat ou prise à bail au nom du mineur. Une acceptation pure et simple d'une succession au nom du mineur. La constitution d'une sûreté pour garantir un tiers. La capacité des majeurs. Les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées bénéficient d'une protection juridique qui obéit à 3 principes. Numéro 1. Le principe de nécessité.
c'est-à-dire que une personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Le principe de subsidiarité. La liberté de la personne fragile doit être protégée. En conséquence, il convient de privilégier toute mesure, plus ou moins attentatoire, à ses libertés que celle relative à ses incapacités. Le principe de proportionnalité. Le régime mis en place dépend de l'état mental et ou physique de la personne fragile. La mise sous un régime de protection est toujours temporaire. La demande de protection, c'est un médecin autorisé choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Elle peut être demandée par la personne elle-même, par un membre de la famille ou le procureur de la République. La mise sous un régime de protection judiciaire est prise en principe par le juge des contentieux de la protection. Ce régime qui sert à protéger la personne du majeur et ses biens. Le Code civil prévoit 3 régimes de protection. La sauvegarde de justice, celle qui est la moins importante, c'est le besoin d'être représenté dans les actes par un mandataire. Seul le mandataire signe. Prescription de 5 ans à partir du jour où le majeur a contracté, en cas de litige. La curatelle, c'est le besoin d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. La disposition et l'administration, c'est-à-dire la désignation d'un curateur par le juge des tutelles. En cas de litige, un acte peut être annulé si le majeur a subi un préjudice. Pour la tutelle, c'est le majeur qui a besoin d'être représenté de manière continue dans la vie civile. Pour cela, un tuteur est désigné. Il signe en lieu et en place du majeur ou, si le patrimoine est important, il peut y avoir la mise en place d'un conseil de famille. C'est un regroupement de plusieurs personnes qui représenteront la personne sous le régime de la tutelle. En cas de préjudice, la nullité si un majeur est sous tutelle et s'engage seul dans les actes de disposition.